éteint les feux, en tout cas, ils ont mis très au ralenti. Donc, on a des activités pour continuer à optimiser les choses, mais sans vraiment mettre beaucoup d'énergie. Par contre, dans le domaine du poids lourd, la motorisation diesel reste encore majoritaire. Et là, il y a aussi des challenges vis-à-vis du monde du poids lourd, à respecter les émissions de CO2. Donc là aussi, il commence à se préoccuper quand même pas mal de la situation. On est historiquement promoteur d'outils numériques pour aider à la conception. Ça, c'est très important aujourd'hui dans nos processus de travail. On utilise à la fois la simulation, donc ce sont des codes qu'on dit 3D, donc ce sont avec des approches de simulation type RANS ou LES qui sont assez complexes. Et puis également, on fait de la simulation système. L'idée, c'est de dire, si vous mettez une technologie évoluée dans un système complexe, finalement, l'optimum général, c'est rarement la somme des optimums locaux. Donc il faut effectivement avoir un petit peu une idée de l'intérêt de ce qu'on fait pour le bénéfice global. Et puis on fait des études technico-économiques pour montrer justement c'est quoi les bonnes solutions de demain. Alors je me permets simplement de vous donner 2 slides sur l'étude 4T qui a été co-développée, qui a été construite avec l'ADEME et qui a été publiée ces dernières semaines. Et donc, par exemple, qui conduit à ce genre de conclusion. Alors avec des hypothèses qui sont bien évidemment discutables, mais par exemple celle-ci avec un prix de batterie à 70 € par kWh. Hier, je pense qu'on a pu voir quand même que c'est pas non plus complètement, on n'est pas dans des considérations complètement hors sujet. On voit par exemple sur le TCO qui a été évoqué aussi que les solutions de véhicules électrifiés sont dans les hypothèses de cette étude que je vous engage à aller voir, finalement bien positionnées par rapport aux motorisations plus conventionnelles. En termes également d'impact CO2, on retrouve naturellement que dès que vous avez un niveau d'électrification qui est assez massif, à partir du moment où votre électricité qui charge votre batterie, elle est décarbonée, bien évidemment, la situation est tout à fait favorable. Je trouve que cette étude, par contre, ne valorise pas beaucoup les biocarburants ou les carburants très low carbone, parce que vous prenez un moteur essence et vous le remplacez par un moteur avec du biogaz, vous allez voir que quand même la performance ici va nettement être améliorée et donc probablement être comparable par rapport à un véhicule électrique ou hybride. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, attention, si on regarde les choses avec encore une fois le filtre des hypothèses qui sont de cette étude, par exemple sur les niveaux ici de particules. Ici, l'étude montre que pour un véhicule électrique, alors le cycle de vie des batteries contribue massivement à des émissions de particules. Donc attention, ce qui est mis en avant ici, c'est la construction liée au secteur métallurgique et l'affinage du nickel. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de créer la polémique et autres. Je vous engage à aller voir les hypothèses qui ont été mises, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de ne pas rester sur des certitudes. Elle est aussi autorisée d'aller voir les choses à travers des angles d'attaque différents. Et encore une fois, c'est une ouverture à la discussion. Alors, une slide un peu technique. Aujourd'hui, pour les férus de motorisation, sachez qu'on travaille sur des solutions qui permettent d'atteindre 42% de rendement dans les moteurs essence. Aujourd'hui, un moteur essence, peu ou prou, on est plutôt autour de 35-36%, à 37% pour les meilleures motorisations actuelles. Vous voyez le gap qu'on a obtint aujourd'hui à 42%. Ce sont des moteurs dits à richesse 1 et puis avec des densités de puissance qui sont assez importantes. Alors ça, c'est pas facile à savoir ce que c'est pour quelqu'un qui n'est pas habitué, mais là ici, vous avez les soupapes d'admission de votre moteur, et ici, ça représente le flux d'air qui rentre dans votre chambre de combustion. Et cette organisation de l'air, la turbulence que ça va générer, elle est prépondérante pour maîtriser votre niveau de dégagement d'énergie, qui va jouer à l'ordre 1 sur le rendement que vous allez pouvoir atteindre dans votre combustion. Donc on travaille sur ce genre de technologie. En ce moment où je vous parle, dans nos laboratoires, on est d'ores et déjà également sur des motorisations qui atteignent les 45%. Alors là, on voit qu'on doit jouer sur les caractères thermodynamiques. Vous savez que le rapport volumétrique de compression, il est très important pour atteindre effectivement des rendements thermodynamiques élevés. On joue sur le gamma des gaz, donc du coup, on travaille beaucoup sur les motorisations fortement diluées, donc qu'on appelle à richesse très pauvre. On augmente les rapports volumétriques de compression, etc., etc. Donc là, on commence à mettre de la technologie dans les moteurs. Le bénéfice, c'est qu'effectivement, on atteint quand même des niveaux de rendement qui sont très proches du niveau des moteurs diesel. Et on ne s'en reste pas là parce qu'on a aujourd'hui des programmes
qui vont effectivement regarder l'intérêt d'un panel de technologies complémentaires avec l'objectif d'atteindre 50%. Alors ce sont les rendements maximum, hein, bien évidemment. 50% dans des conditions qui sont quand même assez sévères. On travaille sur les revêtements de surface et puis on voit apparaître ici l'hydrogène comme un booster de combustion qui peut être intéressant. Alors, en termes de maîtrise d'empreinte environnementale, les carburants bas carbone, on en a parlé, on croit également beaucoup au gaz naturel, au biogaz. Hein. Sachez que le gaz naturel, le rapport moléculaire ou atomique C sur H, il est de l'ordre de H sur C pardon, de 4. Donc naturellement, à iso-énergie introduite dans votre moteur, vous émettez pratiquement 25% en moins de CO2, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc effectivement, faire la promotion de carburants qui contiennent peu de carbone dans leurs molécules, bah, c'est que ça va dans le bon sens. On a des expérimentations en cours aujourd'hui. Les biocarburants, hein, donc simplement sachez que la deuxième génération, on part de résidus d'agriculture de type paille, taillis particulier, et donc on a deux voies aujourd'hui qui sont investiguées, la voie enzymatique, donc on va transformer les choses les sucres longue chaîne vont être transformés donc en alcool, ou par voie thermique, on fait des flashs thermiques sans oxygène et puis on récupère des gaz qui vont après être restructurés dans une approche Fischer-Tropsch. Voilà, l'hydrogène j'en parlais, donc nous on pense que l'hydrogène c'est aussi un très très bon candidat dans les moteurs thermiques, et notamment les moteurs gaz. Vous pouvez parfaitement mélanger l'hydrogène avec le gaz naturel, et pour peu qu'effectivement l'hydrogène ait été fabriqué à partir d'une électricité décarbonée, vous avez d'excellentes performances en termes à la fois rendement du moteur, mais également bilan CO2. Voilà, on travaille bien évidemment sur tous les systèmes de post-traitement, mais ça, je n'ai pas le temps de vous en parler. Et puis le e-fuel, on est en train d'évaluer effectivement l'intérêt en termes d'énergie versus bénéfice en termes de rendement des moteurs et puis d'émissions de polluants. Système de dépollution, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on continue à travailler et pour améliorer finalement l'efficacité de ces systèmes-là, travailler sur la réduction de l'urée qui est nécessaire pour réduire les émissions d'oxyde d'azote, etc., etc. Mes deux dernières slides, une sur le développement de l'électrification des véhicules, hein, parce que c'est bien de faire la promotion finalement des plug-in hybrides ou des véhicules hybrides, mais finalement c'est un moteur thermique et aussi une chaîne de traction électrique. Et il y a aussi tout ce qui va permettre de connecter les deux événements qui sont les transmissions, là aussi c'est un domaine à part entière. Donc à l'IFP, historiquement on était dans le moteur thermique et depuis 10 ans, comme je vous l'ai dit, on va sur la motorisation électrique. Alors on a développé, on continue à développer donc des machines, ce qu'on appelle synchro-réluctantes, à aimant permanent. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des machines qui en termes de coût marché soient compétitives, en gros diminuer le maximum les aimants, hein, et avec des performances qui soient évidemment le plus élevé possible. Donc là cette machine aujourd'hui, vous voyez, ça fait à peu près 30 kg et ça développe 150 kW. Avec des couples de l'ordre de 200, 220 mètres-newtons. Le gros intérêt, c'est que à 0 tour minute, hein, vous avez le couple qui est disponible. Donc on développe à l'IFP toute cette machine et puis on est en train de voir des partenaires pour la mettre sur le marché. On travaille également sur les batteries, hein, donc on n'est pas au même niveau de nos collègues du CEA, mais on regarde également aussi toute la problématique d'emballement thermique à travers une approche plutôt de simulation. Et puis on met en place des expérimentations haut débit pour voir effectivement les nouvelles chimies, comment elles se comportent et comment on peut prédire leur comportement dans des packs avec des sollicitations véhicules qui sont compliquées. Et puis donc on travaille également sur des choses un peu plus exotiques dont je ne vais pas vous parler. Ce qui est très important également, c'est qu'une façon de diminuer l'énergie consommée dans le véhicule, c'est de travailler sur la récupération des énergies perdues. Alors, dans un véhicule électrique voire hybride, naturellement, on va récupérer l'énergie lors de la phase de décélération du véhicule. Donc, la machine électrique est réversible, elle va donc régénérer du courant qui va être mis dans la batterie. Mais également, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de pertes qui est aussi au niveau des moteurs thermiques, au niveau de l'échappement. Tout ce qui est refroidissement du moteur, hein, donc un tiers, ça semble à la grosse une bonne façon de voir les choses. Et là, cette énergie, on essaye de la récupérer. Alors on développe depuis quelques temps ce qu'on appelle des cycles ORC. Donc ORC, ça veut dire Organic Rankine Cycle, donc ce sont des fluides caloporteurs qui vont s'évaporer en présence, à travers un échangeur, en présence d'un flux thermique, travailler dans une turbine,
on les refroidit et on repasse donc ce cycle de fluide caloporteur, ce qui permet effectivement aujourd'hui de gagner quelques grammes de CO2 pour un véhicule et donc de contribuer à l'atteinte des objectifs en termes de CO2 avec un coût de la fonction qui devient aujourd'hui compétitif. Donc on développe cet organe-là qui est intégré aujourd'hui et sans avoir l'autorisation de vous dire avec qui on travaille, mais il y a des constructeurs aujourd'hui de renom qui nous sollicitent pour qu'on fasse des évaluations de ces systèmes-là dans des moteurs, donc on est en train d'évaluer ça. On électrifie un certain nombre de fonctions dans le moteur, notamment le turbocompresseur, si vous intéresse, je peux vous en parler. Et puis on travaille sur des générateurs d'électricité embarqués, donc ce qu'on appelle les range extenders. Alors, certains parlent de piles à combustible, nous on croit aussi que travailler sur des micro-turbines qui permettent de faire des appoints de puissance significatifs, c'est aussi une solution intéressante. Bon, après, c'est quand même technologiquement assez avancé. Dernier point concernant la mobilité connectée. Alors, donc je vous invite à taper sur votre smartphone favori l'application GECOR et vous verrez, on travaille sur des aides à la mobilité, donc qui permettent, avec une approche assez originale, de signaler ou d'indiquer au conducteur comment il peut s'améliorer sur son trajet. Et ça marche également pour les véhicules électriques, donc allez-y, amusez-vous avec cette application. Et depuis quelque temps, on a également fait des bilans émissions locales de polluants, de particules, dont également on essaye de prendre en compte l'usure des plaquettes et des pneumatiques comme contributeurs de particules. Donc là, pour des services plutôt de type poids lourd ou autre, on est en partenariat avec Michelin pour développer ces offres, cette fois-ci adressées aux industriels de la route. On est également bien évidemment en lien avec les assureurs, les gestionnaires de flotte aussi pour aider tout ça, tout cet écosystème à mieux gérer la mobilité par rapport au champ de contraintes. Et puis notamment on s'intéresse au vélo, donc avec la société qui s'appelle la Compagnie des Mobilités, pour les aider effectivement à proposer donc, aux cyclistes des aides à la mobilité dans des milieux dangereux, compliqués parfois pour le cycliste. La simulation également, c'est tout un domaine. On fait des offres de ce qu'on appelle de software as a service. Donc là, l'idée, c'est également, plutôt que des gens achètent des plateformes de simulation qui sont coûteuses, on leur permet d'acheter des tickets et c'est nous qui mettons au point les modèles et qui ils font tourner leurs calculs sur nos machines. Et puis, bien évidemment, on est également en lien avec les services pour améliorer le concept de ville durable et dans le volet transport, notamment avec des PME qui s'appellent aussi Capelec, où on essaye de mettre en place des systèmes embarqués qui permettent d'avoir une vraie estimation des émissions de polluants. J'en viens à la conclusion. Donc le constat, c'est que la part des carburants pétroliers et gazeux dans le transport va rester significative les prochaines années. Donc vous avez ici le slide illustre des projections, bon, c'est fait par un pétrolier, donc on y pense qu'on en veut, mais ceci dit, la part du fuel dans le transport est prévue pour certains de façon assez pérenne. Et du coup, il faut qu'on poursuive l'amélioration d'efficacité des motorisations. Donc en innovant dans la technologie des moteurs thermiques, donc continuer à progresser. Vous avez pu voir qu'il y a encore des marges de progrès en termes de rendement, donc on y va, on travaille dessus. En travaillant bien évidemment sur une offre de machines électriques de plus en plus efficiente, de plus en plus respectueuse de l'environnement. En travaillant bien évidemment sur l'hybridation, donc je vous l'évoquais en début de speech, là, travailler sur des nouvelles technologies 48 volts. Et puis travailler également sur le couple moteur-carburant. C'est bien de promouvoir des carburants ou des technologies, mais à un moment, le moteur thermique, il faut que les deux fonctionnent d'une façon optimale. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop bombardé d'informations. Si, quand même, j'en ai conscience. Merci de votre attention en tous les cas.